Be Connected par Bigger. Travailler sur plusieurs projets pour plusieurs entreprises, pour moi, c'est ça la définition du freelancing. Mais je pense qu'en fait, faut pas devenir freelance pour reproduire le modèle d'un salarié. En fait, il faut être conscient de pourquoi on le fait et de ce qu'on va chercher. Il faut se créer ces opportunités. Moi, je suis un fervent partisan de ça, des gens qui se créent leur opportunité et qui sont pas très attentistes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Be Connected. Mon invité du jour s'appelle Jérémy Ben Moussa. Jérémy a été entrepreneur puis freelance. Il est maintenant salarié et il fait appel à des freelances pour certains de ses projets. Pour Be Connected, il a accepté de partager son expérience et son recul sur le monde de l'entreprise et sur son évolution. Donc ensemble, nous avons échangé sur ses choix de carrière et sur sa définition du freelancing. Nous avons aussi parlé de liberté, d'autonomie, de relations de confiance et de compétences. Je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour vous partager la manière dont mon échange avec Jérémy a alimenté notre vision du freelancing et du futur du travail chez Bigger. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérémy, bienvenue sur Be Connected. Bonjour, merci. Jérémy, tu es aujourd'hui directeur digital France et Iberia chez Exertis. Exactement. Qui est l'un des plus importants opérateurs de services et de distribution de nouvelles technologies. Oui. Quelle est ta mission et ton enjeu du moment ? Alors, il y a beaucoup de missions et beaucoup d'enjeux. On fait beaucoup de choses en même temps. Globalement, c'est d'accompagner l'entreprise dans sa transformation. On essaye de simplifier, d'automatiser, de mettre des technologies un peu plus modernes qu'à mon arrivée. Et puis surtout, j'accompagne les collaborateurs dans les nouveaux business qu'on peut lancer. Parce que le digital, ça se transforme tout le temps. Il y a des nouveautés tout le temps. Et moi, j'aime bien explorer les nouveautés. Donc, on essaye à la fois de faire notre métier de base, de remplir la mission qui est dans l'ADN de la société, et puis de se renouveler un petit peu aussi, de lancer de nouveaux projets et puis d'accompagner l'entreprise dans sa croissance, tout bêtement. Ok. Tu peux nous donner un exemple de projet que tu es en train de lancer ? Ouais. Alors, je peux pas trop dévoiler de choses parce qu'on est toujours soumis à beaucoup de confidentialité dans ce que je fais, comme je travaille avec beaucoup de marques, mais dans les deux sujets du moment, on est en train de lancer des plateformes e-commerce en marque blanche avec des marques. Donc, ils nous confient leur marketplace, ils nous confient leur distribution via des canaux e-commerce et ils nous confient aussi leur supply. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont plus du lab ou de l'innovation où, par exemple, moi, je suis très impliqué et très intéressé par le monde des cryptos. Et donc, on est en train, alors je peux pas vous dire avec qui, mais de lancer des projets NFT et ce genre de choses. C'est encore exploratoire parce que c'est un monde qui est tout neuf. Puis c'est tout neuf pour tout le monde, en fait. Mais pour les marques, c'est un monde d'opportunités. Et donc, c'est assez amusant d'aller au moins commencer à toucher ces sujets-là et à jouer un petit peu avec le monde des NFT pour des marques qui, a priori, sont assez loin de ça, mais qui ont envie de tester de la nouveauté et de l'innovation. Ok, super intéressant. J'adorerais explorer ces sujets-là de fond avec toi. Mais le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le sujet du freelancing. Ouais. Parce que avant d'être chez Exertis, tu as eu plusieurs vies. Tu as été entrepreneur, dirigeant, freelance et aujourd'hui manager d'équipe. Avec toi, j'aimerais finalement comprendre un peu les dessous du freelancing. Pourquoi on devient freelance ? Pourquoi on fait le choix aussi de ne plus l'être ? Les avantages, les inconvénients de ce statut finalement et voilà l'histoire qui peut nous amener à l'être et à ne plus l'être. C'est un sujet qui est très vaste et je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est très personnelle. C'est-à-dire que les gens le font parce qu'ils ont envie avant tout d'être autonomes, de manager leurs propres projets, de gérer leur temps. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de gens depuis 4-5 ans qui se disaient pas qu'ils allaient être freelance avant et puis qui vont vers ça de plus en plus parce que ça leur donne une certaine liberté, ça leur donne quelques avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, on en parlera peut-être. J'aimerais bien qu'on revienne finalement peut-être par le démarrage de ce qu'est le freelancing. Toi, ça serait quoi ta définition ? Ma définition du freelancing, c'est quelqu'un qui est autonome dans son activité. Okay. Pour moi, c'est ça. C'est si tu es autonome dans ton activité, que tu peux travailler pour plusieurs entités sur plusieurs projets, c'est que globalement, tu as une activité de freelance. Tu n'as pas un patron. Alors potentiellement, tu en as plusieurs. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de patron. Mais travailler sur plusieurs projets pour plusieurs entreprises, pour moi, c'est ça la définition du freelancing. Quelle est la différence peut-être que tu fais entre patron et client ? Moi, j'ai une philosophie qui est un peu à part, mais je me moque un peu du côté patron ou client. Pour moi, on est engagé sur un projet. Et quand je m'engageais vis-à-vis d'investisseurs, quand j'étais dirigeant, ou vis-à-vis de mes salariés, parce que j'avais une responsabilité vis-à-vis d'eux, quand j'étais en freelance vis-à-vis des clients qui me confiaient leurs projets, en gros, j'ai un engagement vis-à-vis de ces gens-là. De la même façon que quand je suis salarié, en ce moment, j'ai un engagement vis-à-vis de mon patron, mais vis-à-vis de l'entreprise pour laquelle je travaille.
Et donc pour moi, c'est l'engagement. Le statut en lui-même, il m'importe peu. Pour la petite histoire, quand j'ai rencontré mon patron actuel, je savais même pas si je le rencontrais pour un CDI ou pour une mission de management de transition. Et puis c'est en discutant finalement qu'on a décidé que ça serait plutôt un CDI. Mais au moment où je l'ai rencontré, on parlait de la mission, on parlait de l'entreprise, on parlait de mes compétences. On parlait même pas du statut. Je crois qu'on en a parlé au 3e rendez-vous. Donc c'était pas le plus important. L'important, c'est l'engagement qu'on veut donner à une entreprise. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ça m'intéressait. Je voulais m'engager dessus. Et je savais que ça me prendrait du temps parce qu'il y avait 2-3 ans de transformation, puis 2-3 ans à transformer encore d'autres choses et ainsi de suite, et à faire grandir l'entreprise. Donc je savais qu'il fallait que je m'inscrive dans un modèle qui était plus proche du CDI que du manager de transition. Il y a d'autres cas où c'était totalement différent. Et donc, je pense que c'est l'engagement qui fait que c'est intéressant de choisir un statut plutôt qu'un autre. Et puis moi, c'est vraiment à ça que je m'attache. La nature de la relation qui te lie n'est pas importante en fait. Et puis c'est un peu l'avantage d'être freelance aussi, c'est qu'il y a beaucoup de freelance qui vont, entre guillemets, choisir leurs clients parce que le contact est bien passé. Moi, je sais que, alors quand on est junior, c'est un peu difficile de choisir ses clients, mais dès que vous grandissez un petit peu, que votre réseau s'étend un petit peu, on va vous proposer des projets, vous n'aurez pas le temps de tous les faire, et donc vous êtes forcé de faire un choix dans tout ce qu'on vous propose. Et le feeling, ça rentre très vite en ligne de compte. Vous avez rencontré les gens, ils ont un projet qui est intéressant, et vous avez un bon contact avec l'équipe avec laquelle vous allez devoir travailler. Je pense que ça joue énormément sur l'envie de faire un projet ou de pas faire un projet. Alors, je veux pas dire que tout est rose et que tous les projets qu'un freelance prend, ils sont toujours géniaux. Mais globalement, c'est quand même une opportunité qu'on n'a pas forcément en tant que salarié. Quand vous êtes salarié et qu'il y a un projet qui arrive du groupe, de l'entreprise, d'un client, enfin du besoin de l'entreprise, généralement, il n'y a pas forcément le choix. Et donc, pour moi, c'est important quand on est freelance, de se donner cette opportunité-là aussi. Et puis, ça fait clairement partie des avantages. Quand vous commencez à avoir le choix de vos missions, clairement, c'est que vous avez passé un cap et que c'est intéressant. Je suis intéressée pour savoir comment toi, tu as fait tes choix de carrière, comment tu es passé d'entrepreneur, dirigeant, à freelance, à salarié, et puis comment se sont opérés ces points de bascule et ces choix. Eh ben, pour être franc, avec un peu de recul, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. J'ai l'impression que c'était sur le moment un peu des évidences. J'ai monté ma première boîte à 17 ans parce qu'à la base, je voulais financer mes études. Il se trouve que j'ai pas fait mes études et que j'ai continué parce que ça a très bien marché. Donc je me suis même pas posé la question, est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur ou pas? Et puis après, il y a eu d'autres étapes de vie. Le management de transition, ça a été une opportunité. Je savais même pas que ça existait. Et donc je me suis un petit peu renseigné. Et c'est un modèle qui m'a bien plu. Et pour moi, la bascule, ça a plutôt été le moment où j'ai décidé de devenir salarié, donc en 2013. Je viens de fermer une entreprise parce qu'on n'a pas réussi à lever de fonds en France. Et pour la petite histoire, on nous proposait que des fonds à l'étranger. J'avais pas envie de déménager. Enfin, moi, j'avais le choix de remonter une nouvelle boîte et de repartir avec tout l'investissement que ça demande quand on monte une nouvelle entreprise. Ou de me dire, bah non, je rentre comme salarié. Et en fait, ça a été une question de rencontre. Et je voulais absolument pas aller travailler chez SQLI. C'était une SS2I qui correspondait pas du tout à ce que j'en attendais, à ce que je voulais faire. Mais je suis quand même allé déjeuner avec Régis à l'époque, qui se reconnaîtra. Et puis en fait, c'est le contact qui a fait que les projets étaient intéressants, le mec m'a intéressé. Donc c'est plus une rencontre qui a fait que j'ai accepté d'y aller. Et puis ensuite, ça a vraiment été des opportunités. Quand on m'a proposé un poste chez AXA, c'était intéressant, c'était un bon poste. Et puis c'est le genre de poste qui se refusait pas. Puis de la même façon que je suis parti parce que ça me convenait plus. Et derrière, j'ai fait du management de transition parce que l'opportunité s'est présentée, que j'ai rencontré Thalys et Charlie d'ailleurs, le fondateur de Bigger à cette époque-là. C'est lui qui m'avait placé chez Thalys. Et donc ça s'est fait par opportunité et encore une fois par rencontre. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est en poste de direction aujourd'hui et qui se demande quel est son coup d'après et qui me dit moi je vais plutôt chercher un poste parce que le côté sécurité de l'emploi, le côté avantage social me sécurise et je me sens pas du tout de me mettre à mon compte, d'enchaîner des missions de freelance, etc. Toi, on en avait un petit peu parlé en préparant cet épisode, c'est quelque chose dont tu t'es complètement affranchi. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu cet état d'esprit? Parce que c'est vrai qu'en France, les avantages sociaux, c'est quelque chose de très important. Enfin, pour commencer, je comprends tout à fait ceux qui ont envie de rester salariés et de profiter de ces avantages-là. Je juge pas du tout ça en disant qu'il faut absolument devenir entrepreneur ou freelance. Personnellement, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou pour être freelance. Il y a ceux qui ont envie d'aller essayer autre chose, d'être un peu plus autonome, de choisir leur mission, de monter un projet. Et il y a ceux qui ont plutôt envie justement de rester salariés. Pour moi, c'est pas un choix définitif. On peut tout à fait être salarié aujourd'hui, aller tester 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans d'être entrepreneur et de revenir au salariat demain. On est aussi dans un marché aujourd'hui où le digital, il y a une très forte demande. Et à partir du moment où vous êtes compétent, on est quasiment au plein emploi.
je pense que c'est des étapes de vie. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est le free de freelance. C'est vraiment le côté liberté, que ça soit pour soi, en fait, ce qui a du sens dans ma carrière, les rencontres que je fais, les projets sur lesquels j'ai envie de m'investir. Ça me permet aussi d'avoir la liberté d'organiser mon temps, de choisir 1, 2, 3 missions en parallèle ou pas, ou dans une année, etc. Donc c'est vraiment une histoire de liberté. Mais je pense qu'en fait, faut pas devenir freelance pour reproduire le modèle d'un salarié. C'est-à-dire que si vous devenez freelance, mais vous avez un seul client pour lequel vous faites vos horaires exactement comme si vous étiez salarié avec les mêmes contraintes, potentiellement c'est respectable aussi, mais il n'y a aucun intérêt à être freelance. L'intérêt du freelance, c'est justement d'avoir ce côté un peu plus libre et de pouvoir en profiter. Je vois pas l'intérêt de se bloquer dans un schéma qui est celui d'un salarié, mais en étant freelance et donc en ayant pas la sécurité d'un salarié, spécialement si on est en France. Les avantages, c'est à vous d'aller les chercher. Et donc, il faut se lancer dans le freelancing en étant conscient de ce que vous voulez aller chercher comme avantage. Il y en a pour lesquels c'est le temps, et puis il y en a pour lesquels c'est le contraire. Moi, je connais des mecs qui ont bossé 16 heures par jour pendant très longtemps. Ça leur a permis de bien gagner leur vie, de réinvestir derrière. En fait, il faut être conscient de pourquoi on le fait et de ce qu'on va chercher. Il faut se créer ces opportunités. Moi, je suis un fervent partisan de ça, des gens qui se créent leur opportunité et qui sont pas très attentistes. Derrière le terme freelance, on met beaucoup de choses. C'est un statut, mais en fait, il y a une diversité de modes de fonctionnement, presque autant de modes de fonctionnement que de freelance. Comment, toi, tu perçois cette diversité dans le freelancing? Et maintenant, en tant que client, comment tu l'utilises? Alors, selon de quel côté t'es, c'est très très différent. On parlait beaucoup de liberté depuis tout à l'heure. Quand t'es freelance, je pense que globalement, c'est ce que tu cherches à la base. Il y a autant de freelance que d'organisation. Des mecs qui ont envie de se lever tard, de bosser la nuit, de gérer un client ou d'en gérer 10, en fonction de ce que tu fais, de ton activité aussi. Pour moi, c'est une espèce de fluctuation permanente. Quasiment autant de modèles que de freelance. Et cette flexibilité, le modèle le permet. Après, côté employeur, pour le coup, enfin côté entreprise, faire appel à des freelances, pour moi, c'est très différent. Moi, je fais appel à des freelances pour des missions précises, ça me permet de gérer les coûts, ça me permet d'avoir de la flexibilité sur les compétences. En ce moment, je travaille avec pas mal de freelances et une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est que c'est des besoins ponctuels de gens qui sont experts dans un domaine, mais que je vais pas recruter parce que j'ai pas de besoin permanent dessus. Et donc, le modèle du salariat, il s'applique mal à ça. Donc, soit je vais chercher une agence qui est multi-compétence et qui est capable de m'accompagner sur les 5-6 métiers qui m'intéressent, mais c'est pas simple en France. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des agences comme ça, ou des très grosses agences, mais qui sont très chères aussi. Et puis, j'aime bien le modèle du free, donc je vais plutôt aller chercher des freelances différents, qui vont monter une équipe en soi, qui vont travailler pour moi sur un même projet. Donc on va devoir les cadrer, on va devoir leur donner une méthode commune. Et puis parfois ça crée pas mal de relations. Je connais pas mal de gens que j'ai présentés parce qu'ils ont travaillé pour moi dans des entreprises qui étaient tous les deux freelance. Et puis derrière qu'on continuait à travailler ensemble, voire qu'on montait des boîtes ensemble. L'avantage du freelancing, pour moi, côté entreprise, comme pour un freelance, c'est justement qu'il y a cette flexibilité-là. On n'est pas marié, il n'est pas salarié. Il va rentrer sur un projet, enfin je dis il, mais c'est il ou elle, ça n'a aucune importance, va rentrer sur un projet à un moment donné pour une période donnée, et puis peut-être qu'après il y aura 3 mois de creux parce qu'il n'aura plus rien à faire, et on se rappellera 3 mois plus tard, et ainsi de suite. Idéalement, moi j'aime bien entretenir les relations récurrentes avec les mêmes freelances. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à travailler ensemble, parce qu'on crée des relations humaines aussi, et donc c'est quand même plus agréable, tant en termes de projet qu'en termes humains. Et puis en tant qu'entreprise, encore une fois, ça me permet aussi de gérer mes coûts. Un freelance, c'est parfois un peu plus cher, mais ça me permet aussi de ne pas l'avoir comme salarié, de ne pas l'avoir dans le payroll, de l'avoir les 3 mois où j'ai besoin en début d'année, puis les 3 mois où j'en ai besoin en fin d'année. Et puis pendant ce temps-là, lui, il va faire d'autres choses intéressantes et il ne va pas se tourner les pouces non plus. Donc je pense que c'est un modèle gagnant-gagnant et il faut que ça le soit. Je pense que les meilleures missions qu'on fait et les freelances avec lesquels je travaille le plus, c'est justement des gens avec lesquels on a établi une relation et on a développé une méthode de travail qui était assez commune et qui nous convenait à tous les deux. Est-ce qu'il y a des freelances qui te suivent aujourd'hui de poste en poste ou de mission en mission, que tu gardes, à qui tu fais appel régulièrement? Je peux donner un exemple concret. J'ai mon directeur de projet aujourd'hui, que je connais depuis 10 ans, que j'avais fait venir chez Intermarché et que j'ai débauché d'Intermarché pour venir ici.
et qui a toujours souhaité rester en freelance, donc il est en freelance. Je suis allé le chercher une première fois, je suis allé le chercher une deuxième fois, alors que c'est moi qui l'avais amené chez Intermarché. Et puis rien ne dit que dans quelques temps, j'irai pas le rechercher encore une fois parce que on a une mission qui va se terminer dans quelques mois et puis on relancera peut-être autre chose derrière. Donc ouais, ça m'arrive. J'ai un petit réseau de freelance que j'appelle en priorité. S'ils sont disponibles, tant mieux. Et s'ils sont pas disponibles, j'en appellerai d'autres. Et puis ça permet d'étendre le réseau aussi. Mais ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Et je rajouterais même que quand on rajoute des freelances dessus, c'est-à-dire que quand on a 2, 3, 4 freelances qui bossent sur un même projet avec des salariés, le fait d'avoir un socle commun qui se connaît déjà, ça simplifie énormément la prise de mission de tout le monde parce qu'il est déjà passé par là et qu'il intègre les nouveaux freelances plus facilement sur un projet. Donc cette espèce de cercle vertueux, j'ai envie de dire, il est aussi entretenu par le fait qu'on a des relations qui durent sur plusieurs missions, dans plusieurs entreprises, peu importe, mais en tout cas qui sont relativement récurrentes. Dans les personnes que je rencontre pour Be Connected, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement. Dans freelance, il y a le côté, donc on en a parlé, liberté, mais beaucoup le côté relations humaines et aussi le côté finalement écosystème. Ouais. Il y a parfois des entreprises qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas eu besoin de faire le pas, de faire appel à des freelances, mais qui peuvent être un peu réticentes parce qu'ils se disent c'est compliqué de recruter, il y a mes contraintes achats, c'est aussi des gens qui sont difficilement manageables, qui sont peut-être trop libres pour être manageables et m'accompagner dans la durée et tenir un engagement. Mais ce que je retiens, c'est que dans tout ce que vous dites, et les auditeurs les découvriront au fur et à mesure des épisodes, mais c'est qu'en fait, c'est avant tout une histoire de relations humaines. De l'entreprise, c'est ça en fait, peu importe le statut. Je pense qu'un freelance, il doit aller, par rapport à ce que tu disais, aller rassurer un petit peu les entreprises sur le fait que, en fait, c'est pas le statut le plus important, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est l'engagement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font pas de freelancing et très souvent, c'est parce qu'ils en ont une idée très fausse. Ils se disent que c'est très cher, ils se disent que c'est pas manageable, ils se disent que c'est compliqué. Alors qu'en fait, un freelance, souvent, ça les aiderait à mieux avancer parce que justement, ils n'arrivent pas à recruter et qu'ils trouveraient peut-être un freelance plus facilement et qu'en réalité, en termes de prix, quand on prend ce que coûte un salarié au global, donc pas que le salaire, mais le salaire, les charges et tout ce qui va avec, et au final, c'est pas forcément plus cher non plus. Donc, il y a vraiment cette approche, je pense, qui est nécessaire de la part d'un free, d'aller rassurer un petit peu. En tout cas, ce type de client-là, les grandes entreprises, elles en font toutes, donc la question ne se pose pas. Mais d'aller voir une petite PME en lui disant, voilà, moi je peux t'accompagner sur ce besoin, et voilà comment je vais y répondre, et je te donne de la flexibilité, et voilà les avantages, je pense que ça fait partie du rôle du freelance d'aller se vendre, entre guillemets, mais moi, on m'a toujours dit, vends pas un produit, vends la solution au problème que tu résous. C'est exactement ça. C'est compliqué pour eux de recruter, c'est cher, c'est ainsi de suite. Donc, va leur expliquer que c'est pas cher et que ça leur donne de la flexibilité et qu'en fait, c'est un avantage de bosser avec toi plutôt que d'aller continuer 6 mois à aller chercher un salarié qu'ils vont pas trouver. Parfois, la bonne solution, c'est d'aller chercher un freelance. Et c'est vrai que les petites boîtes, elles ont tendance à même pas envisager ça parce que c'est loin de leur monde. Ils sont figés sur l'idée de se dire j'ai besoin de quelqu'un, donc je vais aller chercher un salarié. Ouais, mais c'est peut-être pas ça le besoin. Jérémy, on arrive à la fin de notre échange. Déjà. Comment est-ce que tu vois l'évolution du monde du travail dans les prochains mois ou dans les prochaines années ? Pour moi, il y a de plus en plus de free, et c'est une bonne chose. Pour eux, mais globalement pour le marché du travail, ça donne plus de flexibilité. Et pour moi, les free, ils apportent vraiment quelque chose à l'entreprise. Et donc, il faut arrêter de se formaliser avec le terme de freelance et à se mettre une barrière qui en réalité n'existe pas. Et se dire que si quelqu'un peut répondre à notre besoin, que ce soit un free ou que ce soit un salarié, on s'adapte et on apprend à travailler avec. Et c'est potentiellement une bonne opportunité pour les deux. Il y a une notion plutôt anglo-saxonne qui est le Total Workforce Management, qui en fait, peu importe le statut, du moment que le talent est mis au service de nos projets et de notre entreprise, et finalement c'est ça que la direction, que le management doit gérer, attirer les bons talents, peu importe le lien contractuel. Mais oui, mais parce que c'est aussi lié aux besoins des entreprises. Au final, quand vous avez un projet, la finalité, c'est que votre projet il sorte. Si entre-temps, il y a 10% qui sont des freelances ou 50% qui sont des freelances, ça a une importance très relative par rapport au projet. La finalité pour l'entreprise, c'est que vous ayez sorti votre projet, que vous soyez dans les délais, que le time to market soit résolu, soit réduit, que vous fassiez du business avec et que donc de l'argent rentre. Finalité, si votre projet a été lancé dans de bonnes conditions et que vous le commercialisez et que ça fonctionne,
je pense que personne va aller vous demander mais quel était le pourcentage de freelance que vous aviez, et encore moins critiquer le fait que vous en ayez 10 ou 80. Ça n'a strictement aucune importance. Après, potentiellement, en tant qu'employeur, vous allez vouloir sécuriser une partie de ses compétences et peut-être les recruter. C'est un tout autre débat. Mais en tout cas, je pense que ce que tu disais est particulièrement vrai. On va s'intéresser au talent plutôt qu'au statut. Si j'ai un talent et que j'ai envie de travailler avec quelqu'un, peu importe son statut, je trouverai une façon de travailler avec. La dernière question que j'ai pour toi, Jérémy, c'est une question qui devient rituelle sur Be Connected. On parle de relations et de connexions, notamment entre freelance et entreprise. Est-ce que tu as des conseils pour que ces connexions soient durables et positives ? Ouais, alors ça aussi, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que je conseillerais déjà en amont, c'est pour les freelances de se donner un peu d'exposition, d'être un peu présent, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en tout cas de partager leur travail, d'avoir un site, de rassurer, entre guillemets. Et puis ensuite, de jouer sur le réseau, particulièrement avec les gens que vous connaissez vraiment, c'est-à-dire que les gens avec lesquels vous avez travaillé, et d'entretenir ces relations, parce que la recommandation, c'est important d'entretenir ce réseau-là, sans forcément devenir une star des réseaux sociaux, c'est pas le sujet. On est dans un monde où c'est devenu assez facile de garder le contact. Je vais pas être dans le monde des bisounours, mais ce mood un peu positif autour de vous, cette espèce d'aura business, je pense qu'elle est assez importante. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Chez Bigger, nous avons retenu 3 points qui sont venus alimenter notre vision du futur du travail. Le premier point est la manière dont Jérémy a fait ses choix de carrière. Il ne s'est pas posé la question du statut freelance ou salarié. Il a choisi avant tout un projet et des personnes avec lesquelles il souhaite travailler. Il opère de la même manière en tant que client. Il ne cherche pas un salarié ou un freelance, il recherche un talent qui saura s'intégrer et s'engager auprès de son équipe et délivrer en temps et en heure son projet. Le deuxième point qui a retenu notre attention est que pour Jérémy, le développement du freelancing n'est pas simplement une mode. C'est vraiment une réponse pour les talents et les entreprises qui aspirent à plus de flexibilité, plus d'agilité et plus de liberté. Les deux parties y trouvent leur compte, et ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de contrat à durée indéterminée que la relation ne l'est pas, bien au contraire. Jérémy témoignait d'ailleurs qu'il avait tissé des relations de confiance et durables avec des freelances à qui il fait appel régulièrement selon ses besoins. Enfin, la dernière chose, pour les freelances, le fait de travailler pour plusieurs clients leur permet de développer d'autres compétences sur d'autres projets et ainsi de continuer à progresser dans leur domaine. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'avais 2 dernières choses à vous dire. D'abord, c'est que chez Bigger, nous aimons créer des connexions. Et donc si l'épisode vous a plu, je vous invite à le diffuser autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à vos clients, qui construisent aussi le futur du travail. Et pour terminer, pour poursuivre votre réflexion, je vous invite à vous abonner à la newsletter mensuelle de Bigger. Nous y partageons de nombreuses ressources et contenus complémentaires aux épisodes de ce podcast. À très bientôt!